Bienvenue pour cette nouvelle analyse approfondie. Aujourd'hui, on s'attaque à un nom qui a beaucoup fait parler dans la DeFi récemment, Yield Basis, IB. Oui, eBay. L'accroche est simple, mais très forte. Générer du rendement sur Bitcoin et bientôt sur Ether sans cette fameuse perte impermanente. Exactement. Et forcément, ça a créé un buzz phénoménal, on peut dire. Une TVL, la valeur totale bloquée, qui dépasse 300 millions de dollars en quoi? Quelques jours. C'est ça. Et des listings sur toutes les grandes plateformes d'échange, quasiment dès le départ. Assez fou. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de regarder ça de plus près. Yield Basis, ce nouveau protocole DeFi. Tout à fait. On va essayer de décortiquer le mécanisme. Pour ça, on s'est basé sur pas mal de choses. La doc technique du projet, évidemment, des articles de presse spec comme Coindesk, The Defiant. On a aussi regardé les données on-chain, hein, les estimations sur Dion Analytics, DeFi Lama. Oui, et puis les discussions dans la communauté, sur les forums, les réseaux sociaux, c'est important aussi. Notre mission, si on peut dire, c'est de comprendre comment ça marche, de voir le potentiel d'innovation, mais aussi, et ça c'est crucial, d'identifier les risques. Parce que c'est tout neuf comme projet. Très jeune, oui. Alors, commençons par la base. C'est quoi Yield Basis et comment ça prétend régler ce problème de perte impermanente? Alors si j'ai bien saisi le principe, l'idée maîtresse, c'est de permettre aux gens qui ont du Bitcoin, et bientôt de l'Ether, de le déposer pour gagner des frais. Comme dans un pool de liquidité classique en fait. Oui, la base, c'est ça. Mais et c'est là le point clé, sans subir cette perte impermanente, l'IL. C'est un peu vendu comme la solution miracle pour attirer ceux qui hésitaient à cause de ce risque. C'est exactement ça l'argument marketing fort. Alors, pour y arriver, le mécanisme est assez malin, mais complexe, il faut le dire. Comment ça marche en gros? Quand tu déposes du Bitcoin, mettons, ce BTC est utilisé pour ouvrir une position dans un pool curve bien spécifique, le pool BTC servait USD. Et surtout, le protocole prend automatiquement un levier 2x sur cette position. Ah, levier 2X. Ça veut dire qu'il y a un emprunt derrière. Précisément, le protocole emprunte du stablecoin servait USD pour que la position soit toujours équilibrée. 50% de la valeur en BTC, 50% servait USD. D'accord. Et l'astuce, c'est que la valeur totale de cette position, donc ton exposition au BTC plus la dette en stablecoin, elle est censée suivre le prix du BTC comme si tu le détenais simplement. Sauf que pendant ce temps, tu gagnes les frais du pool curve. Ok, je vois l'idée. Mais si le prix du Bitcoin bouge, ce qui arrive souvent, comment on maintient cet équilibre 50-50 et cette simulation de simple détention XUI? C'est là qu'intervient leur fameux rebalancing AMM. Exactement. C'est ça, le cœur du réacteur, censé éliminer l'IL. Ce système de rééquilibrage automatique, avec aussi un virtuel pool, il détecte les déséquilibres dus au mouvement de prix. Et alors? Et alors, il crée des micro-écarts de prix très temporaires. Ça ouvre une fenêtre pour les arbitragistes. Eux, ils voient un petit profit facile et quasi sans risque à faire. En achetant ou vendant pour ramener le pool à l'équilibre. C'est ça, ils sont incités à intervenir très vite et leurs actions ramènent le pool à 50-50. L'idée, c'est que ce rééquilibrage permanent empêche la composition du pool de dériver, ce qui est la cause de l'IL dans les AMM classiques comme Uniswap V2 par exemple. C'est quand même très ambitieux. On sait que cette perte impermanente, la différence entre fournir de la liquidité et juste holder ses cryptos, ça a toujours été un frein énorme en DeFi. Un vrai casse-tête, oui. Donc, voir un protocole qui dit «nous, on l'élimine par construction», pas juste «on va essayer de la compenser après», ça explique l'engouement initial, c'est sûr. Complètement. Mais ce levier 2X, l'emprunt automatique, ça a l'air efficace, mais ça sent aussi le risque si le marché décroche fort, non? Un petit peu. Ah bah oui, c'est clairement le revers de la médaille. Plus d'efficacité, plus de rendement potentiel, mais aussi plus de complexité. Et donc une sensibilité accrue au mouvement brusque du marché. La solidité de ce mécanisme de rééquilibrage en cas de, je sais pas moi, de flash crash, ça reste à prouver. C'est une des grandes inconnues, oui. On y reviendra quand on parlera des risques plus en détail. Parlons un peu du marché que EIB essaie de conquérir. Le contexte DeFi actuel, il est porteur. Oui, plutôt. On voit une certaine reprise dans la DeFi. La TVL globale est remontée. Elle tourne autour de 170 milliards de dollars, ce qui n'est pas rien. Et il y a une demande pour du rendement sur Bitcoin. Clairement, y compris de la part d'acteurs un peu plus institutionnels. On estime qu'il y a environ 14,4 milliards de dollars de BTC qui sont tokenisés sur différentes blockchains et qui cherchent un endroit où générer du rendement.
Et jusqu'ici, les options pour faire travailler son Bitcoin, c'était pas la folie, hein. Le prêt, ça rapporte très peu, souvent moins de 1% par an. C'est ça. Et les AMM classiques, on retombe sur le problème de l'IL dont on essaye justement de s'échapper avec YB. Donc YB arrive et dit «Moi j'ai la solution». Voilà, il surfe sur cette tendance du real yield, le rendement réel issu des frais de transaction, pas juste des émissions de tokens. Comparé aux prêts ou aux AMM avec IL, sur le papier, c'est séduisant. Mais il n'est pas tout seul sur ce créneau, j'imagine. La concurrence existe. Ah non, il n'est pas seul. On peut penser à des plateformes de yield farming qui utilisent aussi du levier, comme Omora V2 par exemple, mais elles gardent le risque d'IL. D'accord. Il y a aussi les plateformes de dérivés décentralisés, genre DDYX, Chain, Hyperliquide. Elles offrent du rendement via les frais de financement des contrats perpétuels, mais c'est un modèle assez différent, plus pour les traders. Et on se souvient de Bancor V3 qui avait essayé une protection contre l'IL. Oui, par compensation. Et ça n'a pas vraiment tenu le choc en conditions réelles. Ça montre bien que le problème est difficile à résoudre. JJB tente une approche différente, la suppression structurelle. C'est ce qu'il distingue, mais ça souligne aussi le défi. Le marché est là, oui, mais il faut prouver que ça marche vraiment. Et sur la durée. Revenons sur ce lancement spectaculaire. Les chiffres sont fous. Plus de 300 millions de dollars de TVL en 4 jours. Oui, même si ça s'est un peu stabilisé ensuite, autour de 150 millions, c'est quand même énorme. Atteindre presque 0,1% de toute la TVL DeFi mondiale si vite, c'est rare. Et encore plus rare, ce soutien immédiat des grosses plateformes centralisées, les CIX. Ah oui, ça c'était très surprenant. Être listé sur Binance, Coinbase, OKX, le jour même du lancement, hein. J'ai rarement vu ça pour un projet DeFi tout neuf. Les volumes d'échanges sur ces plateformes ont explosé au début, non? Et oui, on a vu des pics autour de 335 millions de dollars sur 24 heures. C'est énorme. Et ce soutien des CIX, au-delà du buzz, c'est important pour la suite, non? Ah oui, c'est stratégique. Ça donne une liquidité et une accessibilité au token IUYB lui-même. Ça le rend plus facile à acheter, à vendre. Ça l'expose à un public bien plus large que juste les purs et durs de la DeFi. C'est un vrai avantage. Qui étaient les premiers à se lancer? On a une idée du profil des déposants? Clairement, c'était plutôt des gens avertis. Des baleines de la DeFi. On a vu des adresses déposer plus de 5 millions de dollars. Ah oui, quand même. Et beaucoup de membres de la communauté Curve, ce qui est logique, vu les liens très forts avec Egorov et l'écosystème Curve. Le dépôt moyen était d'ailleurs assez élevé, autour de 125 000 dollars. Ça montre que c'était pas monsieur tout le monde au début. Un autre truc intéressant, apparemment, une grosse majorité de ces premiers utilisateurs, genre 60-70%, ont choisi de staker leurs IBTC Oui, les tokens qu'ils reçoivent en preuve de leur dépôt. pour recevoir des récompenses en token IBTC plutôt que de toucher directement les frais en BTC. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça suggère qu'il croyait fort au potentiel du token $YBS lui-même. Il pariait sur son appréciation future, sur les avantages de le détenir pour la gouvernance, le partage des frais, plutôt que sur le rendement immédiat en BTC. C'est un signe de confiance initiale dans le modèle économique du projet, en quelque sorte? Exactement. Un pari sur l'avenir du protocole et de son token. Bon, allons voir un peu la technique maintenant. Sur quoi ça repose tout ça? On a parlé de Curve déjà. Oui, Yield Basis tourne sur Ethereum et sur la BNB Chain. Et la dépendance à Curve Finance est massive. C'est le mot. C'est-à-dire? Ils utilisent le stablecoin CRVUSD comme seule contrepartie dans leurs pools principaux. Ils s'appuient sur les pools de liquidité Curve pour générer les frais. Ils utilisent même le système des gauges de Curve. Attends, les gauges, c'est quoi exactement ce truc? Bonne question. Chez Curve, les gauges, c'est des mécanismes qui permettent aux détenteurs de tokens de gouvernance verrouiller les VCRV chez Curve et donc les VYB chez Yield Basis, de voter pour décider où vont aller les prochaines émissions de récompenses. Ah, d'accord, pour orienter les incitations vers certains pools. C'est ça. Tu votes pour diriger les récompenses en CRV, ou ici en YB, vers les pools que tu veux favoriser, pour attirer de la liquidité. Et Yield Basis utilise ce système. Ils ont d'ailleurs payé une licence à Curve pour ça. Une licence. Oui, qui représente 7,5% de tous les tokens YB émis, pour pouvoir utiliser le code et l'écosystème Curve. C'est une vraie symbiose. Très intégré donc. Et pour les prix des actifs, ils utilisent quoi? Des oracles? Oui, il se base sur les oracles Chainlink, mais en passant par l'intégration qui existe déjà dans Curve Finance, qui est déjà testée.
L'architecture globale se veut modulaire, avec des contrats séparés pour le prêt, le pool, les récompenses. En théorie, ça facilite les mises à jour, j'imagine? En théorie, oui. La sécurité dans tout ça. Mécanisme nouveau, levier, grosse dépendance à un autre protocole, ça fait beaucoup de points sensibles. La sécurité, c'est évidemment la question numéro un. L'équipe dit avoir fait faire 6 audits avant le lancement, par des boîtes connues comme StateMind, PointStamp, Chain Security. C'est rassurant, mais pas une garantie absolue. Jamais. Ils annoncent aussi un programme de bug bounty pour inciter les gens à trouver des failles. Et l'utilisation du CRV-USD, c'est aussi un point. C'est un stablecoin surcollatéralisé qui a plutôt bien tenu jusqu'ici. Mais les audits, ça couvre pas tout, surtout avec une mécanique aussi complexe, hein. Non, bien sûr que non. Ça réduit le risque de bugs évidents, mais ça ne garantit rien contre une logique économique défaillante ou un comportement imprévu sous stress extrême. Et ce mécanisme de rééquilibrage auto, justement. Ben voilà, c'est le gros point d'interrogation technique. Comment il réagit si le marché part complètement en vrille pendant un moment? Personne ne peut le certifier sans l'avoir vu à l'épreuve du feu. Et puis il y a cette dépendance à curve. Exactement. C'est une force parce que ça permet une intégration poussée, mais c'est aussi un risque systémique énorme. Si Curve a un gros problème ou si le Curve USD perd sa parité, Yield by This serait touché de plein fouet. quasi instantanément. Ouais. C'est un talon d'Achille potentiel. Et enfin, il ne faut pas oublier que le protocole est hyper jeune. Quand les premières analyses sont sorties, il avait moins de 2 semaines. Le recul historique est inexistant. Parlons du token $YB maintenant. Le moteur économique interne, si on veut. À quoi il sert, ce token? Alors, il utilise le modèle VOF token. C'est un modèle popularisé par Curve, justement, qui vise à encourager la détention sur le long terme. Comment ça marche? Tu peux locker, verrouiller tes dollars YB pour obtenir des vœux YB. Et ces vœux YB te donnent plusieurs droits. Lesquels? Le droit de vote pour la gouvernance du protocole, la possibilité d'influencer la distribution des récompenses $YB via les gauge votes dont on parlait, et surtout la promesse de recevoir une partie des revenus générés par le protocole. Des revenus réels. Pas juste plus de $YB. C'est ça la promesse du real yield. Le protocole est censé prendre une petite commission, des frais d'administration, sur les transactions qui passent par les pools Curve qu'il utilise. Et ces frais seraient redistribués aux détenteurs de VIB. En quoi? En bitcoin? En CRVUSD? Probablement oui, en actifs réels. C'est ça qui est censé donner une valeur tangible au VIB, au-delà de la simple spéculation sur le prix du dollar VIB. D'accord, le modèle V-token, on connaît, mais on a vu ailleurs que ça ne marche que si les revenus réels suivent. Qu'est-ce qui ferait que ça marche mieux ici? Toute la question est là. Ça dépendra du volume d'activité que VIB arrive à générer et du pourcentage de frais qui sera vraiment redistribué. Les chiffres annoncés au début par l'équipe, des APR de 600-800% pour les VIB, Ça paraît délirant, non? oui, c'est très probablement des chiffres de lancement boostés par les premières incitations. La vraie question, c'est quel sera le rendement normalisé une fois que le système sera en régime de croisière? Ça, on ne le sait pas encore. Et ce token, $eBay, comment il arrive sur le marché? Comment il est distribué? L'offre totale est fixée à 1 milliard de dollars IB. La répartition annoncée, elle essaye d'être équilibrée. 30% pour les incitations aux fournisseurs de liquidités, émises sur 4 ans. C'est la plus grosse part. Oui. Ensuite, 25% pour l'équipe fondatrice, environ 12% pour les investisseurs initiaux, 12,5% pour une réserve écosystème, les 7,5% pour la licence Curve, et quelques petites parts restantes. Et l'équipe, les investisseurs, ils peuvent vendre leur token tout de suite? Ah non, et ça c'est très important pour le prix. Leurs tokens sont bloqués 6 mois après le lancement, puis ils sont libérés progressivement, de manière linéaire, sur 2 ans. Donc, les premiers déblocages sérieux, c'est pas avant avril 2026, c'est ça? Exactement, c'est une date clé à avoir en tête. L'inflation actuelle vient surtout des récompenses pour la liquidité, et ce rythme doit diminuer avec le temps. Avril 2026, donc, une date potentiellement critique. Oui, absolument. À partir de là, une grosse quantité de dollars Y pourrait arriver sur le marché. On parle de potentiellement jusqu'à 371 millions de tokens si on additionne équipe, investisseurs, une partie des réserves. Et si d'ici là, le protocole n'a pas prouvé qu'il génère assez de revenus réels? Ça pourrait mettre une pression vendeuse énorme sur le prix du SIB. C'est le risque. Aujourd'hui, l'offre en circulation est très faible, autour de 8-9%, ce qui explique aussi la volatilité. On touche au cœur du problème là.
La valorisation actuelle, avec une FDV qui a pu flirter avec les 465 millions pour 150 millions de TVL, ça paraît élevé. Oui, ce ratio FDV-TVL autour de 3,1x, c'est bien plus que des protocoles matures. Clairement, le marché achète une promesse, une anticipation. Mais le défi, c'est cette course contre la montre. Il faut que les revenus réels décollent avant que l'inflation du SIB, surtout avec ses déblocages futurs, ne fasse fuir les investisseurs. C'est exactement ça, le point névralgique. Est-ce que le modèle économique est soutenable? Est-ce que les revenus générés seront suffisants pour justifier la valeur du token et inciter les gens à le loquer à long terme via le système V-token? C'est toute la question. L'équilibre est fragile. Derrière tout ça, qui est à la manœuvre? On sait qu'il y a un nom très connu dans la DeFi. Oui, le fondateur principal, c'est Michael Egorov, le fondateur de Curve Finance. C'est un atout énorme, évidemment. Son expertise technique, son réseau, Il est basé où d'ailleurs? en Suisse. Son expérience avec Curve, c'est une sacrée carte de visite. C'est sûr. Mais son nom a aussi été lié à des controverses. Je pense aux liquidations de ses prêts perso garantis en CRV en 2023. Faut s'en méfier. C'est un point à garder en tête, oui. Ça a montré les risques d'une trop grande concentration de pouvoir ou de richesse, même en DeFi. Cela dit, il a quand même réussi à gérer cette crise sans faire couler Curve. Il a limité la casse. Oui. Et pour le lancement de IJB, il semble avoir été plus prudent. La vente publique est passée par des plateformes tierces, Legion, Kraken. Son profil est donc double. Une expertise technique indéniable, mais aussi un rappel qu'il faut être vigilant sur la gestion des risques et la transparence. Et l'équipe autour de lui, on sait qui c'est. C'est là que c'est un peu flou. Il y a un manque de transparence sur les autres membres clés. On suppose que ce sont des anciens de Curve ou des gens proches de l'incubateur Legion qui a aidé au lancement. Mais Mais rien d'officiel. pas grand-chose de clair. Du coup, ça crée un risque de dépendance à Egorov. Si demain il n'est plus là, qu'est-ce qui se passe? C'est un key person risk, comme on dit. Côté écosystème, partenariat, on a beaucoup parlé de Curve. D'autres liens importants? La relation avec Curve, c'est plus qu'un partenariat. C'est presque une fusion technique et économique. Licence, CRV USD, gouvernance coordonnée via les USB détenus par le DAO de Curve, c'est fondamental. Et pour le lancement? Les partenariats avec Kraken et Binance via leur Launchpad et des airdrops, et l'intégration avec OKX Wallet, ça a été crucial pour la visibilité et l'accès au début. Après, l'écosystème d'outils autour, comme les dashboards sur Dune, ça commence tout juste à se construire, grâce à la communauté. Bon, si on essaie de résumer les principaux risques qui pèsent sur Yield Basis aujourd'hui, Ils sont nombreux et liés entre eux. Primo, la jeunesse extrême du protocole. On n'a aucun recul historique pour juger de sa solidité. c'est le risque numéro un. Secondo, la complexité technique. Le levier, le rééquilibrage auto. Plus c'est complexe, plus il peut y avoir des bugs ou des effets de bord imprévus. Logique. Tertio, la volatilité du token YB lui-même. On l'a vu, il a déjà bien boulé. Et ça, c'est lié au quatrième point. La concentration de l'offre et surtout le risque des déblocages massifs prévus en 2026. Ça peut faire très mal au prix. On a parlé aussi de la dépendance à Curve. Oui, le risque systémique. Si Curve tousse, YB risque la pneumonie. C'est un vrai risque externe. Et enfin, le risque économique. Le risque fondamental, est-ce que le modèle va vraiment générer assez de cash, de revenus réels via les frais, pour justifier la valo, contrer l'inflation du YBB et récompenser les VOYB sur la durée? C'est la grande inconnue. Sans oublier un risque réglementaire général qui plane sur toute la DeFi à haut rendement. Ok, donc face à ce tableau, innovation d'un côté, risques multiples de l'autre, quelle attitude adopter si on s'intéresse à Yieldbase? Acheter, attendre, oublier? Pour l'instant, je dirais que la prudence impose de le mettre sur une watchlist. Gardez un œil dessus, observez. Le concept est vraiment intéressant, le fondateur est crédible techniquement, le démarrage a été bluffant, mais Mais les ombres d'ombre sont nombreuses. exactement, les défis sont énormes. Investir maintenant, c'est encore un pari sur l'exécution future. C'est pas pour les cœurs fragiles. Quels sont les signes qu'il faudra surveiller dans les mois qui viennent pour voir si le pari tourne bien? Le plus important, ça va être l'activation et surtout le niveau réel des frais qui seront redistribués au VYB. C'est le money time économique. Est-ce que ça génère vraiment du rendement réel et tangible? Ensuite, la TVL. Oui, surveiller la TVL. Est-ce qu'elle se stabilise? Est-ce qu'elle arrive à regagner du terrain durablement? Peut-être au-dessus des 250 millions.
Le prix du VUIB aussi, bien sûr. Comment il se comporte après l'euphorie du début et à mesure qu'on s'approche des échéances de déblocage. Et la sécurité, évidemment. Indispensable. Le moindre incident de sécurité majeur pourrait tuer la confiance. Et enfin, voir si le lancement de nouveaux actifs comme le VUIB Ether pour Ether se passe bien. Ça montrerait que le modé peut s'étendre. Si on le compare vite fait à d'autres, Omora, Bancor V3, DYDX, Par rapport à Omora, IAIB promet de supprimer l'IL. C'est sa grosse différence. Par rapport à Bancor V3 qui a échoué sur ce point, IAIB a une approche différente, structurelle, qui semble plus solide sur le papier, mais qui doit faire ses preuves. et face à DYDX ou Hyperliquid. C'est pas vraiment le même créneau. Eux, c'est le trading de dérivés. IAIB, c'est fournir de la liquidité dans un AMM spécifique pour générer du rendement. Sa proposition unique, c'est vraiment cet AMM sans IL. Bon, pour résumer, Yield Basis est arrivé avec une promesse très forte, le rendement sans perte impermanente, un mécanisme innovant, un lancement hyper médiatisé. Mais c'est encore un projet très jeune, dans un environnement, la DeFi, qui ne pardonne pas. C'est ça. Il doit maintenant prouver que sa technique tient la route sur la durée et surtout que son modèle économique basé sur les frais réels est viable. Est-ce qu'il va générer assez de revenus pour contenter les détenteurs de VYB et absorber l'inflation du token UOC? C'est la question à 1 milliard, ou presque. C'est une bonne synthèse des enjeux, oui. L'innovation est là, l'exécution de départ a été impressionnante, mais la confirmation viendra avec le temps et les résultats concrets. Potentiel énorme, mais défi à la hauteur. Et pour finir, une petite pensée pour ouvrir un peu les chakras. Michael Egorov lui-même a laissé entendre que ce mécanisme, s'il marche bien, pourrait aller au-delà des cryptos. Il pourrait s'appliquer à des actifs du monde réel tokenisés, les fameux RWA. Oui, comme de l'or tokenisé ou même des actions. Imaginez un instant. Si on arrive vraiment à créer des pools de liquidités pour des actifs traditionnels, mais sans cette fichue perte impermanente. Qu'est-ce que ça pourrait changer? Pour la finance décentralisée, bien sûr, mais peut-être même pour l'efficacité des marchés de capitaux en général. Pouvoir fournir de la liquidité sur des paires d'actifs classiques de façon plus efficace. Ça ouvre des perspectives assez vertigineuses, non? C'est une vision très ambitieuse, ça dépasse largement YB aujourd'hui, mais ça donne une idée du potentiel si ce genre d'innovation tient vraiment ses promesses. Voilà, de quoi réfléchir un peu.